encore une fois, merci à tous et toutes d'être venus pour cette rencontre au niveau populaire de l'association Gauche Solidaire Populaire qui va du coup officiellement naître sous peu. Je vous présente vite fait le programme de cet après-midi. Donc on va commencer par les interventions, ce qu'on appelle le forum. Qu'est-ce qui bouge dans les Vosges? Voilà, c'est ça. En gros, c'est les personnes viennent raconter un peu quelles sont leurs luttes, quelles sont leurs associations, quel est leur combat qu'elles mènent dans les Vosges et présenter ça. Donc on va faire sur un format assez court, c'est 5 minutes de présentation et on aura 5 à 7 minutes de questions si vous voulez interagir avec ces personnes-là. Donc on n'est pas loin d'avoir une dizaine d'intervenants, donc ça sera pas mal complet. Ensuite, après, on va procéder aux alentours de 16h au vote du bureau collégial. Donc on verra comment on organise ça, parce que du coup on a deux trésoriers à faire lire aussi. Et après, donc ça prendra une petite heure, je crois. C'est ça qui était prévu. Ouais, ok. Et du coup, on partira sur qu'est-ce qui bouge dans les Vosges et les actions concrètes. Comment on peut faire naître quelque chose, un espèce de mouvement. Qu'est-ce que vous rêvez de faire dans les Vosges et comment on y aspire. Fais pas cette tête, Jean-Pierre. Voilà, Tu vous présentes? Ah, pardon, oui, alors... Tu te présentes? Alors, donc, moi, je suis Alain, donc on est le comité d'organisation de cette session, en tout cas. Et donc, Plus William, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Alors, on était 5 à la base, et donc, voici Xavier, Théo et Louise. Comme vous le savez peut-être, pour certains d'entre vous, j'ai fait une campagne législative dans la circonscription de Saint-Dié pour LFI, mais surtout pour le NFP. Et on a vu avec mon suppléant que ça commençait à sentir le roussi au niveau du collectif LFP. Donc on a décidé tous les deux d'écrire une lettre ouverte aux différentes parties qui composent le NFP pour leur dire attention, ça craint quand même de détruire le NFP, surtout dans des coins comme le nôtre où on ne peut pas trop se permettre de se séparer les uns des autres. Je suis passée récemment sur Vosges TV pour dire encore ça. Et là, on a eu effectivement une invitation par un certain nombre de collectifs qui ont pris l'initiative de faire une réunion à Paris et de réunir un maximum de collectifs locaux. Donc il y a des gens de Marseille, il y a des gens de Bretagne, il y a des gens du Nord, il y a des gens d'Alsace, il y a des gens un peu de partout. Et on s'est dit que ce serait bien qu'on y soit et qu'il y ait une délégation vosgienne en fait aussi, même si c'est pas forcément facile ici. Mais on est 4 personnes à se rendre du coup à cette réunion à Paris. Donc il y a Jean-Pierre et Dominique, Joris et moi qui seront présents là-bas. Donc je pense qu'on va évoquer un certain nombre de soucis de cohésion, on va évoquer un certain nombre de problèmes peut-être de communication entre les différentes parties. Il y a des collectifs, notamment un collectif du 54 qui reçoit en fait, qui veut se monter au niveau citoyen, parce que c'est ça en fait, les collectifs en question, c'est des collectifs citoyens, c'est pas des gens forcément qui sont encartés quelque part. Et même quand ils sont encartés, l'objectif c'est d'agir en tant que citoyen par la base. Et donc on a effectivement des collectifs qui sont entravés par les partis, voire certains partis de construction, d'autres pas, qui laissent courir, et ça dépend vraiment localement, c'est pas pareil. Il y a des partis qui construction dans certains endroits et pas dans d'autres endroits. C'est assez disparate et on se rend compte que c'est quand même assez chaotique actuellement. Donc on s'est dit on va aller voir ce qui s'y passe là-bas et puis voir ce qui ressort des expériences des uns et des autres et voir qu'on peut nous en tirer pour nous quoi, ici. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour à peu près. Et puis il y a des gens qui ont des questions à poser. Je peux faire peut-être un complément d'info. Un complément d'info. Puisqu'il y a eu encore le comité d'organisation il y a 2 jours en visio, il y aura 41 groupes collectifs qui n'ont pas tous le même nom, parce que chaque collectif, il y en a avec des partis, il y en a sans partis, bon, voilà, donc c'est assez disparate, mais il y a quand même, tout le monde a la même finalité. Oui. Ce dont on s'est aperçu aussi, c'est qu'il y avait des collectifs qui s'étaient greffés sur des pages Facebook, sur des pages, sur des sites WhatsApp et autres, qui n'ont pas du tout la même appellation, mais qui parlent quand même du NFP. Donc on est en train de les récupérer le plus vite possible pour qu'ils se réunissent avec nous. Il y aura également des partis politiques qui ont été invités, des syndicats qui ont été invités, des associations qui ont été invitées, des personnalités qui sont politiques, mais bon, par exemple Julie Castet,
Lucie tu veux Casté, sur la PJ, mais Lucie Casté, Caroline Dehaas, enfin des personnalités comme ça qui sont invitées et qui viendront. Mais ils ne vont pas venir pour monopoliser la parole, ils vont venir pour nous écouter et pour nous donner leur soutien en fait. C'est ça le but du jeu. Donc moi j'étais chargé de filmer tout ça, donc il y aura aussi un compte rendu qui sera fait. je pense que ce qui est important aussi, c'est que, enfin, il me semble, tout le monde reste attaché, alors moi j'appelle ça le programme, mon collègue suppléant dit plutôt le contrat de législature, mais pour moi c'est pareil, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on s'était engagé, c'est un programme de rupture sur lequel on s'était tous engagés et pour lequel on s'était battu. Pour moi c'est important de garder cette base de travail, quitte à l'améliorer, faire progresser, mais à l'améliorer, voilà. Donc c'était aussi l'objectif pour moi d'aller là-bas à Paris pour discuter de tout ça, quoi. Voilà. Dominique, tu voulais... Oui, comme je ferai aussi partie de cette délégation, je pense qu'il y a un devoir de mettre la pression sur les partis politiques. Franchement, il y a un flou, et ce flou, il est plus supportable. Alors, moi, je fais partie d'un parti, je fais partie d'un autre parti, etc. Mais les états-majors, parce que j'ai l'impression que ça se comporte comme des états-majors de parti, ne sont pas à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Donc on a quand même une situation politique qui est extrêmement critique, et encore je suis gentil, où l'extrême droite est là, au gouvernement c'est quasi de l'extrême droite, donc la gauche, on n'a pas le choix, quoi. Je veux dire, ce qui s'est passé pour les élections en juin, il faut que ça dure, il faut que ça continue. On n'a pas le choix. Donc je pense aussi, parce que l'idée c'est quand même d'avoir une sorte de mandat, quand on va aller là-bas tous les quatre, on a une sorte de mandat, qu'est-ce qu'on porte là-bas, on s'est un peu auto-désigné, etc. Et il faut aussi que le collectif soit derrière nous, quoi. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il faut qu'on ait cette parole de dire aux les partis politiques, je les respecte, je te dis encore une fois, j'en fais partie, qu'est-ce que vous faites pour que ça bouge. Voilà. Jean-Charles, vous voulez continuer? C'est à quelle date? 22 mars. Du coup, Paris 10e. si vous avez des questions, D'autres questions, remarques, commentaires? Très court, si possible. Alice. Oui, moi j'ai pas compris en fait qui est à l'initiative. Est-ce que c'est C'est parti, en fait, moi j'ai appris, c'est Jean-Pierre qui m'a appris qu'il y avait une initiative d'un collectif NFP local au départ sur WhatsApp. Et en fait tout le monde s'est greffé et au fur et à mesure ça s'est... Alors l'initiative en revient à ce qu'on appelle la Fondation Copernic, avec Pierre Calfa. C'est lui qui a pris l'initiative de lancer ça sur WhatsApp, et c'est comme ça que ça s'est coagulé au fur et à mesure. Tout le monde s'est greffé à ça en fait. Et vous savez à peu près combien de personnes 41 collectifs, donc nous on est que 4, mais je sais qu'il y a des collectifs où ils vont venir à 15, 20. C'est une salle qui peut comporter 300 personnes, Okay. Donc on tape sur une centaine de personnes des collectifs locaux, plus les invités, plus... alors on a pris comme principe de prendre 2 personnes par collectif, et c'est sûr qu'il y en aura des collectifs qui seront à 3 ou 4, mais on a de la marge. D'accord. On ne refusera personne. Oui, je crois que sur les collectifs, il y a des collectifs qui sont beaucoup plus avancés que nous sur les réseaux. Et l'autre point qu'il faut noter, c'est que les fondations comme Gabriel Péry, Copernic, etc., ont fait des travaux ensemble. Il y a des journalistes qui travaillent énormément sur la situation, puisque vous avez vu qu'à un moment donné, dans un journal, je ne vais pas citer le nom, puisque vous avez l'occasion de voir que maintenant c'est publié sur plusieurs journaux, c'est Périclès. Le projet Périclès, qui est là, qui est mis en place, hein, il est bien avancé. D'ailleurs, l'ERL, si vous avez pu voir, sur le département, déploie ses forces. Il faut être clair, net et précis. On n'a pas de temps à perdre. Et là, le problème qu'il y a, c'est une course de vitesse qui nous est posée. Donc voilà, et puis je crois qu'il faut être conscient que la situation est grave. Elle va être accélérée par Trump
et ce qui se passe autour des États-Unis, hein, puisque là, ils veulent la guerre des continents, pour ceux qui ont pu suivre le débat. Et je crois que voilà, on a intérêt à être très, très offensif. Voilà. Et je suis un vieux militant, je sais qu'à quel point il faut insister et pas avoir peur de secouer dans nos organisations. Laurent, tu veux enchaîner pour la LDH? Oui, merci. Donc, nous représentons ici la section d'Épinal de la LDH. Donc, je vais vous faire une rapide présentation. Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme. Je vais vous faire une rapide présentation de ce qu'on fait, mais c'est surtout, si ça peut susciter un débat, ça ne serait pas plus mal. Donc, hier, on était en réunion du comité, j'étais à la réunion du comité national, on a discuté de tout ça aussi. Donc, on est bien conscient on est en première ligne aussi malgré tout pour essayer de faire avancer les choses à notre niveau. Donc l'extrême droite, donc, comme on en parlait tout à l'heure, a été battue dans les urnes mais impose son idéologie délétère au gouvernement et au Parlement. Lors du congrès de Bordeaux de la FDH en mai 2024, nous avons voté une résolution que nous ne pensions pas devoir appliquer si rapidement. En effet, celle-ci faisait le constat de la situation politique du moment et appelait à une table commune pour lutter contre l'extrême droite et ses idérances en vue des élections de 2027. Et depuis, l'extrême droite a été battue dans les urnes, effectivement, mais impose son idéologie délétère au gouvernement et au Parlement, comme je disais tout à l'heure. Et donc, nous, à la LDH, en tant qu'association généraliste, on agit avec nos différents groupes de travail au niveau national, au plan politique et juridique. Et au niveau local, comme à Épinal, on essaie de faire notre travail aussi sur tous les sujets qui traversent nos objectifs et nos préoccupations. Donc je vais vous faire une rapide liste de ce qu'on fait, de nos préoccupations et de nos combats, et puis je voudrais bien qu'éventuellement on en parle ensuite. Donc on travaille contre bien sûr toutes les formes de discrimination et de racisme. On constate malheureusement une dégradation de l'état de droit, et ça on pourra y revenir, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Il y a des questions identitaires qui sont portées par l'extrême droite et contre lesquelles on se bat, notamment dans les mairies du sud de la France, Perpignan, Beaucaire et Béziers contre les crèches dans les mairies. C'est une lutte de tous les jours, et au niveau juridique, on a gagné plusieurs fois déjà. La lutte contre la surveillance généralisée, la loi sécurité globale notamment, mais là il s'ajoute beaucoup de choses. Il y a une loi de transport qui arrive, il y a une volonté d'étendre le pouvoir des polices municipales, la surveillance par des sociétés privées. Alors, le droit des étrangers, alors là, c'est un très très gros travail, parce que le droit des étrangers bafoué, on assiste à une véritable fabrique de sans-papiers. C'est terrible, parce qu'il y a plusieurs choses qui s'accumulent. Il y a déjà eu la loi Darmanin en 2024. Ensuite, on a l'attitude des préfets qui est épouvantable, qui fabriquent des sans-papiers, parce que les gens qui veulent renouveler leur titre n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Quand ils n'ont pas de rendez-vous, les dossiers n'avancent pas. Et ils se retrouvent, la plupart étaient régularisés, avaient un travail, étaient intégrés, tout ça, il n'y avait aucun souci, et ils se retrouvent sans rien. Et on a beaucoup de cas comme celui-là. Et puis on vient s'ajouter là-dessus la circulaire de Retailleau qui va faire d'énormes dégâts. Comme ça, on pourra en reparler si vous voulez. Ensuite, on a les atteintes graves à la démocratie environnementale. On a vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline, où la LDH a fait un gros travail d'observation au niveau du maintien de l'ordre. Et on a vu aussi, et là c'est une victoire par contre, la 69, une victoire toute récente. Là, bon, et puis il y a la conjonction des périls internationaux, bon, on peut, entre Trump, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie, l'Ukraine hier, enfin, c'est assez inquiétant tout ça. Et puis on peut terminer par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On peut citer Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Et la dernière chose, avec ce qui se passe ce qui s'est passé avec C8 là, le non-respect par l'échelle Bolloré du pluralisme et du cahier des charges. Voilà, je vous ai fait une liste non exhaustive, il y aurait pas d'autres choses à dire. Voilà.
Merci. Nous, s'il y a des questions. Arthur ? Oui, il y a un appel national à mobilisation le 22 mars. Est-ce qu'on va faire quelque chose à Épinal ou On en parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a une grosse mobilisation au niveau national. On espère pouvoir mobiliser à Épinal, je ne sais pas encore sous quelle forme. Il faut qu'on en discute rapidement parce que ça va vite. Un mot sur les sans-papiers, parce que je crois que c'est un sujet qui est hyper important aujourd'hui. Il faut qu'on soit intraitable sur ces questions-là. Parce que c'est facile, on dit bon, on est pour l'ouverture des frontières. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture des frontières? Ça ne veut pas dire on aimerait bien qu'il n'y ait plus de frontières. Bon, on est tous citoyens du monde, enfin bon, on n'en est pas là. Ouverture des frontières, ça veut dire qu'il y a des gens qui se pointent là parce que pour des raisons X ou Y, la frontière ouverte, ils sont enregistrés, on sait qui rentrent, on sait qui sont, ça ne veut pas dire c'est l'auberge espagnole, mais il faut qu'on soit intraitable sur ces questions-là, parce que c'est un peu facile. Moi je vois Gérardmer, par exemple, le maire de Gérardmer, je suis dans l'opposition à la mairie, sur les sans-papiers, il est d'accord avec nous. On lui demande de faire des parrainages républicains pour les sans-papiers, il est tout à fait d'accord avec nous. Mais il nous dit, il ne faut pas trop que ça se sache. Mais justement, si, il faut que ça se sache qu'il y a de la solidarité, qu'on n'est pas, on est tous citoyens du monde, on est solidaires des pauvres gens qui sont dans la pire des merdes aujourd'hui. Et il faut qu'on démontre tous les jours que l'immigration a une chance pour notre pays. Nous, on l'a fait l'année dernière au 1er mai, on a fait venir le président du GISTI, je ne sais pas si vous connaissez, le groupe d'intervention et de solidarité avec les travailleurs immigrés, qui est un type qui vous donne des chiffres incroyables. Il y en a un autre qui s'appelle Pierre Grandmaison, c'est pareil, c'est des gars qui sont spécialisés sur l'immigration. Il vous explique du matin au soir que l'immigration a une chance pour notre pays. Et c'est ça, pour notre pays. Les capitalistes l'ont compris, hein. En Allemagne, même en Italie, où c'est l'extrême droite d'aujourd'hui, ils disent il faut quand même faire venir des immigrés. Parce que, et puis pareil en France, hein, il y a une partie du MEDEF qui dit attends, voilà, bon, j'arrête là. Ça marche. Francine, vous voulez prendre la parole? Oui, mais on va s'arrêter après. 3 secondes. Je voudrais parler pour les migrants. Il y a aussi un problème qui me tarbuste un petit peu, c'est qu'il y a des associations qui aiment bien avoir leurs bons migrants et les mauvais migrants. Donc on va se battre, mais pour des bons, hein, c'est-à-dire ceux qui sont gentils, blonds, machin, et surtout qui ferment leur gueule, quoi. Et les mauvais migrants, ben, on n'a pas le droit, donc ils sont rejetés déjà dans une association qui travaille pour eux. Hein, je crois que c'est interne, ça. Et ça, c'est un peu pénible. Je ne sais pas si je me suis bien répondu. Les Ukrainiens et les Syriens, hein. Voilà, différents retraités. J'ai les noms. Est-ce que Lika, Marino, vous prenez la suite pour le collectif? Pour le collectif. Alors on était déjà intervenu, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand c'était en janvier, lors d'une assemblée donc un peu identique, où justement différents projets étaient présentés à l'ensemble. Et à ce moment-là, donc, j'étais intervenue pour appeler l'ensemble du NFP 88 à appeler aussi au 8 mars. J'avais fait passer donc une liste avec des mails. Toutes ces personnes donc, qui avaient laissé leur mail se sont réunies. On était à peu près 11, il y avait quelques excusés. On s'est réunis donc au mois de février, le 15 février, on était 11 personnes. Et là, on a décidé de faire un appel avant de faire un groupe féministe au niveau des Vosges, voir comment on le rattacherait, etc. Et donc, on avait décidé déjà d'appeler au 8 mars. Et à ce moment-là, on a fait une autre réunion où on a invité l'ensemble des partis, l'ensemble des syndicats, l'ensemble des associations, donc qui s'étaient plus ou moins manifestés ou qu'on connaissait. Enfin, on a essayé bien sûr de diffuser le plus largement possible. Et cette réunion a eu lieu fin février. Alors, moi, je ne sais plus quelle date exactement, mais fin février. Là, c'était spécifiquement pour préparer le 8 mars, où on était à peu près 25, ce qui était vraiment quand même très positif. Et là, on a mis en commun donc tous nos moyens, tout le monde était d'accord, tout le monde a salué l'initiative de faire enfin quelque chose ici pour le 8 mars, pour cette fête internationale des femmes. Donc, après, étant donné que le collectif s'était réuni qu'une fois, il avait été lancé un peu qu'une fois aussi lors de cette assemblée, une assemblée identique, bien sûr, il n'y a aucun moyen matériel. Et là, on a trouvé vraiment un élan solidaire
Tout le monde s'est proposé avec les différents moyens que chacun avait pour faire les banderoles, pour tirer des tracts, pour faire les communiqués, etc. Et dernièrement, donc, on a fait passer un communiqué à l'ensemble des médias, signé par tous ceux, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas présents, on avait envoyé le communiqué aux organisations qui avaient été absentes pour savoir si elles étaient d'accord pour signer l'appel du 8 mars. Donc tous ceux qui nous ont répondu, on avait mis un délai, etc., on les a mis en signataire. Et il y en a pas mal alors. Et donc le 8 mars, ça commence à se structurer. Et suite à ce 8 mars, c'est toujours en assemblée mixte, je précise. Donc suite à ce 8 mars, il y a une réunion qui est prévue le 5 avril pour créer donc un collectif féministe ou relier la coordination féministe, ou relier donc le groupe Nous Toutes au niveau national. Et faire un comité local départemental 88, donc Nous Toutes. Et ce collectif-là, donc tel qu'il s'est réuni les deux fois, que ce soit en février, les 2 fois en février, s'annonce bien, donc fermement, bon, antisexiste sûr, bon, féministe, antiraciste, anticapitaliste, contre l'extrême droite. Ça c'est clair. Et puis l'après-midi, alors il y a différentes initiatives locales qui sont prévues. Alors à Épinal, Dominique pourra peut-être en parler, puisque c'est chez elle, c'est au Vieux de Notre-Foire. Ça c'est pour Épinal. Au niveau de Saint-Dié, à partir de 14h à la Friche, donc il y aura des débats, des concerts, etc. Puis à 19h, il y aura la chorale des Déodachiennes, une chorale féministe donc, qui chantera. Et après, donc, il y aura un groupe de femmes, féministes aussi, je suppose, qui s'appelle Appât de Louve. Appât comme un pâté, Appât de Louve. Et puis après, il y aura une grande fête non mixte, d'après ce que j'ai entendu. Ça, c'est Saint-Dié. Au niveau de Remiremont, il y a ce qui a été appelé un barathon. Un barathon entre 3 bars, tenu par des femmes. Donc il y a celui de Plombières, qui s'appelle le Brocard. Donc là aussi, il y aura différentes animations, conférences, discussions, enfin débats. Et à Remiremont, donc ce sera le bar des Piottes, les Ptiottes, pareil, même animation. Et à Saint-Étienne, donc c'est vraiment collé à Remiremont aussi, ce sera au Capharnaüm. Donc ça débutera à 14h, ça se terminera dans la nuit. Voilà, je crois que... Théâtre. On revient au 8 avril. Le théâtre, c'est... Eh oui, la prochaine réunion, c'est le 5 avril. Oui. Alors je continue pour les animations, effectivement au théâtre de la Miroiterie, donc l'association CTPS. Donc à la Miroiterie, il y aura aussi une chorale féministe qui s'appelle les Fêlés du local. Voilà, entrée libre aussi. Et suite au 8 mars et à toutes ces animations, et suite aux mails qu'on aura récoltés lors de cette journée-là, il y a une réunion qui est prévue le 5 avril. Je crois que ce sera, je ne sais plus que ça commence, il y aura un repas partagé aussi. Je sais pas, c'est le matin, ici au tiers-lieu. Ici au tiers-lieu, ce sera le matin et ça terminera par un repas. Du coup, à la petite question. Mais Dominique, elle peut peut-être prendre la parole pour présenter l'animation à Épinal du Vieux de Notre-Foire. Notre fois, ça va être simplement un repas partagé avec discussion sur l'actualité féministe, notamment sur les races, qui peut apporter une amélioration pour le traitement des femmes ou non, parce qu'il y a des points de vue très différents là-dessus. Donc c'est l'éducation à la vie affective et sexuelle affective qui va être, c'est le programme a été, enfin la directive est parue, enfin au niveau législatif. Après le contenu exact, il y aura des petits cahiers à destination des enseignants. Bon. Et donc je pense que c'est intéressant de se penser là-dessus, par exemple. Moi, c'est un des thèmes que je propose à la discussion, mais chacun apportera ses thèmes. Et puis voilà, parce que je pense qu'il faut voir ce qui est proposé et soutenir si ça va dans le bon sens et se positionner s'il y a des choses qui nous paraissent scabreux, on va dire, puisqu'il y a des personnes qui sont très critiques par rapport à ça. Donc je pense que si c'est bien fait, il faut vraiment soutenir parce que ça risque de ne pas être vraiment appliqué ou proposé dans les écoles
s'il n'y a pas aussi un mouvement qui tient si c'est bien fait. Donc, c'était déjà fait, en fait, ça existait déjà, et c'était critiqué par la droite et notamment les parents vigilants qui critiquaient beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ça sur les réseaux. Ça a déjà été amoindri là, dans le nouveau texte. Voilà. Je pense qu'il faut, parce que je pense que ça peut changer beaucoup la vision des jeunes et des générations futures, et peut-être par ricochet des parents de ces jeunes qui auront peut-être pourront apporter dans leur famille un autre point de vue pour certaines familles, pour savoir si les femmes aussi. On sait aujourd'hui que dans certaines familles, il y a une vision de la sexualité assez particulière. Peut-être qu'il est bien d'avoir d'autres. Voilà, je dis, il y a dans certaines familles une vision de la sexualité assez particulière, dont on voit les conséquences dans l'actualité. Donc je pense que c'est bien de soutenir des initiatives qui donnent un point de vue un peu plus ouvert et protecteur pour les enfants, les jeunes et les futurs. Il y a Jean-Paul qui va parler pour Télé Carmonde. Ok. Télé Carmonde, le mouvement est né en 1957, il est né dans un bidonville à Noisy-le-Grand, sous l'impulsion d'un prêtre qui s'appelait Joseph Brzezinski. Donc c'est un mouvement qui est absolument pas confessionnel, bien que créé par un prêtre, absolument pas confessionnel. C'est un mouvement citoyen. Donc nos valeurs, on a 3 valeurs fondamentales. La première, c'est on commencerait par le refus de la fatalité, en disant la pauvreté n'est pas une fatalité, contrairement à ce que je pense, ce que beaucoup j'en pensent. La deuxième chose, c'est qu'on est un mouvement, on encourage, notre deuxième valeur, c'est la participation des plus pauvres. Donc il ne s'agit pas de décider pour les gens qui sont en situation de pauvreté, il s'agit de décider avec eux, voire même de leur permettre de décider. Et puis le troisième point, c'est on cherche à avoir des engagements radicaux, c'est-à-dire que c'est bien de prêcher contre la pauvreté, mais c'est mieux de trouver des voies pour traiter ses racines. Donc s'attaquer aux causes. Donc nos modes d'action, c'est déjà d'essayer de faire changer le regard sur la pauvreté, changer le regard de la société sur la pauvreté. Et là-dessus, déjà combattre les idées fausses contre la pauvreté. Là, par exemple, on a une maison d'édition au sein de la Télé Carmonde, et j'ai apporté quelques bouquins pour ceux que ça peut intéresser. Un de nos bouquins que j'adore, un de mes préférés, c'est justement Stop, il s'appelle Lutter contre les idées fausses, contre la pauvreté. Et en fait, on s'attache à détruire, à démanteler, à contredire avec des faits un certain nombre d'idées fausses. Le point aussi, c'est qu'on travaille beaucoup sur la pauvreté elle-même pour caractériser la pauvreté. En particulier, on a mené avec l'université d'Oxford un travail de plusieurs années dans lequel des gens en situation de pauvreté étaient forcément impliqués. On appelle ça, nous, la co-recherche. Et qui, justement, analyse les dimensions qui a établi une sorte de cartographie de la pauvreté avec 8 dimensions. Et qui démontre que la pauvreté, c'est pas qu'une pauvreté financière. Ça, c'est une des dimensions de la pauvreté, mais il y a beaucoup d'autres dimensions qui sont en général toutes liées d'ailleurs. Voilà, donc changer le regard sur la pauvreté. Le deuxième axe de travail, c'est garantir l'accès aux droits pour tous. Alors là-dessus, on a lancé cette année une campagne sur la maltraitance institutionnelle. Alors comment ça s'est passé? On a au sein du mouvement, on organise, justement pour promouvoir la participation citoyenne des gens, qui est le troisième axe, on organise des universités populaires dans lesquelles les gens en situation de grande pauvreté s'expriment avec une approche, une méthode assez précise pour permettre à tout le monde de prendre la parole et de s'exprimer. Donc il y a eu une succession d'universités populaires dans toute la France et en fait aussi dans d'autres pays d'ailleurs, sur le thème de la pauvreté, qui ont conduit à ce travail sur la maltraitance institutionnelle, qui est un de nos grands axes de campagne
cette année. Voilà, et puis le troisième mode d'action, c'est la promotion de la participation citoyenne. Alors dans la promotion de la participation citoyenne, il y a effectivement porter la voix des gens, notamment les universités populaires, mais pas seulement. Mais il y a aussi le fait de proposer des mesures adaptées aux personnes en situation de grande précarité. Alors, le RMI, le droit au logement, la CMU, tout ça, c'est né à Atelier Quart Monde. Ça a été au départ, c'est des impulsions données par Atelier Quart Monde. Alors, on va citer aussi Territoire zéro chômeur de longue durée. D'ailleurs, une des fiertés du groupe local d'Épinal d'Atelier Quart Monde, c'est d'avoir initié et puis conduit en grande partie le projet Territoire zéro chômeur de Thaon-les-Vosges, où on a maintenant une cinquantaine de personnes embauchées dans l'entreprise. On initie ces projets-là, on les pousse. On a la grande chance d'avoir un pôle politique très structuré avec énormément d'influence au niveau politique. Et on espère, de plus en plus j'en sais rien, mais en tout cas, jusqu'à maintenant ça a marché. Ça nous a permis justement de faire porter ces lois par des députés. Et ça ne veut pas dire qu'effectivement, par contre, c'est le remède miracle. Le RMI est devenu le RSA, avec les dégâts qu'on sait, et le RSA est en train de devenir le RSA rénové, et c'est un des grands sujets sur lesquels on travaille en ce moment, avec des dégâts qui vont être incroyables. Territoire zéro chômeur, c'est une belle idée aussi. On a à Thaon-les-Vosges un territoire zéro chômeur qui aurait pu bien marcher, et qui est en pleine déviance par rapport aux fondamentaux du projet, mais bon voilà, c'est aussi la vie. Il faut qu'on fasse avec. Voilà. Et puis, voilà. Alors, ensuite, nos modes d'action. Alors, comment on agit là, je dirais la base de notre mode d'action, c'est ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, c'est le fait que notre mouvement, il comporte ce qu'on appelle des militants. Un militant à Atelier Quart Monde, c'est quelqu'un qui a vécu dans la pauvreté. Une des choses sur lesquelles auxquelles on tient, c'est que les seules personnes qui peuvent parler de la pauvreté, c'est ceux qui l'ont connue. Donc l'idée, c'est d'avoir des gens qui n'ont pas connu la pauvreté, qui s'allient avec des gens qui ont connu la pauvreté, et puis ensemble, ils font évoluer la société. Donc on a différents réseaux au sein du mouvement qui portent des actions, et puis qui sont des réseaux dans lesquels on réfléchit sur un certain nombre de choses. On a des projets pilotes sur différents sujets. Donc on a une entreprise par exemple inclusive en Seine-Saint-Denis. On a des projets qui fonctionnent d'école de production pour les jeunes. Et puis on a également des mouvements portent des projets qui sont des bacs à sable, des sortes de prototypes en fait. Et puis on a donc dans les groupes locaux, et on a différentes choses. Sur Épinal, on a un atelier d'art plastique, on a à un moment on a une bibliothèque de rue, on a des ateliers pour les personnes en situation de pauvreté, et puis on participe effectivement aux universités populaires. Voilà. Merci. 3 Vosgiens a participé donc à la formation au stage de 3 jours organisé par l'Institut La Boétie le week-end dernier, donc vendredi, samedi, dimanche. Alors la formation, je vais parler un petit peu de la formation sur 3 jours là, qu'on a pu apprécier quand même. Elle tournait autour d'abord des outils que la France Insoumise donc, pouvait mettre à disposition de ses militants, notamment au niveau des groupes d'action. Et puis sur je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sauf si par rapport aux questions, hein, s'il y a des questions précises, on peut rentrer dans les détails. Ensuite, sur la naissance du mouvement de la France Insoumise, la façon dont il s'est développé et la façon dont il continue à influencer le monde politique, notamment au niveau parlementaire, au niveau des engagements parlementaires et des engagements à l'international.
la formation s'est également attardée sur l'origine marxiste de l'éducation populaire et des mouvements populaires, sur comment contrer l'économie libérale, néolibérale à laquelle on est confronté aujourd'hui, sur les outils de lutte, la protection des militants, je suis un peu dans le désordre, des militants lors des manifestations et des événements qui sont organisés par la France Insoumise ou dans le cadre d'autres manifestations, donc le service d'ordre de la France Insoumise et son mode de fonctionnement, sur les luttes contre les violences sexistes et sexuelles à l'intérieur entre militants de la France Insoumise. On a également développé donc l'idéologie de l'ère du peuple et de la façon dont les révolutions peuvent naître à partir de mobilisations qui peuvent être très dispersées, d'origine complètement différente, et qui à un moment donné trouvent un élan commun à partir d'un point précis qui n'est pas forcément très significatif, mais un peu comme l'histoire des Gilets jaunes, qui a pris une grande ampleur, qui n'a pas été jusqu'à la Révolution citoyenne, mais qui institue déjà des oppositions et qui peuvent ensuite devenir constituants et aboutir à une révolution citoyenne. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On a parlé aussi de la planification écologique en partant de l'écomarxisme et en aboutissant au désastre écologique d'aujourd'hui, sachant que malgré tout, on a parlé beaucoup d'écologie, mais le problème du capitalisme et du néolibéralisme dans la planification écologique en fonction du système dans lequel il est pris en compte, et ben, peut avoir des versions tellement très différentes, et du coup voilà, aujourd'hui la planification écologique entre guillemets telle qu'elle est institutionnalisée n'inclut pas du tout le peuple et ni l'écosystème en fait, et voilà, et on arrive donc à une catastrophe écologique reconnue sauf par nos dirigeants. C'est juste une information, mais l'Institut là-bas ici, comme tu en as parlé, je crois que c'est juste un truc de la LFI, mais il y a d'autres gens qui bossent là-dedans. Alors, il faut savoir une chose, oui. Il y a Franck Godichaud, par exemple, qui est là, il y a plein de gens, il y a plein de... Il n'y a pas que des gens de la LFI qui sont dans l'Institut de la Boétie. Non, c'est juste que ça a été lancé. Ça peut faire peur, pour Mélenchon au bouffon de la selle. Non, mais il n'y a pas d'hôtel de prière non plus, c'est pas ça. Non, mais c'était le point de départ, et puis après, il y a plein de gens qui sont venus dedans. Ce que j'ai dit, oui, c'est que c'est des chercheurs. C'est des chercheurs. Donc, et de différentes d'origine, donc géographe, historique, économique, anthropologue, etc. Alors, le 15 mars, on a la dédicace du livre qui a été
coécrit donc, par différents députés et puis intervenants de la Boétie, qui s'appelle La résistille, l'ascension de l'extrême droite, donc notamment par Clémence Guettet qui était voilà. Donc normalement on aurait dû avoir un député présent. On n'a pas de députés présents parce qu'ils sont tous a priori trop occupés. On a juste un des co-auteurs, mais c'est déjà beaucoup. Enfin voilà, c'est suffisant je pense pour faire la présentation du livre. C'est Stefano Palomarini qui... Ah non, c'est pas le oui, et donc il sera présent ce samedi 15, on est là à Troisième Rive, donc de 14h à 17h. Il fait une conférence. C'est un échange, c'est un échange, il fait une dédicace de son livre, il explique, il y a des questions, c'est pas une conférence, non. Jean-Noël. Oui. Non, je vais répondre parce que Eric a posé la question et je pense que c'était nécessaire qu'il la pose parce que, en fait, dans le livre 3 de Marx, il laisse supposer l'économie marxiste. Et il parle de l'écologie aussi. Et donc, mais le problème, c'est que, faut que vous sachiez, c'est que quand les chercheurs ont continué à traduire Marx, malheureusement, ils ont découvert que Marx était un écologiste. Tout simplement, parce qu'en fait, quand on traduit tous les textes, on s'aperçoit... Et ça n'a pas été... ça a été découvert il n'y a pas 40 ans, hein, c'est très récemment. Et donc, toute sa stratégie industrielle telle qu'il la déploie, et ben là, il a parlé de l'écologie. Voilà. Je vais creuser la question, ça m'intéresse. Pour dire quelques mots de la dynamique qui s'amorce, hein, c'est un démarrage, pour un collectif citoyen en vue des élections municipales à Remiremont. C'est ça, donc effectivement merci. A priori, suite finalement un peu dans la mouvance de ce qui s'était créé autour de la candidature d'Étienne, même si ça avait été du coup très accéléré au vu de la précipitation des législatives. En fait, Étienne étant de Remiremont et par ailleurs, il se trouve qu'Alain et moi, on le connaissait avant sa candidature. Je crois que c'était vraiment plus effectivement nous trois qui étions un peu circonspects de comment allaient se passer les municipales à Remiremont, sachant que jusque-là, la liste des municipales est une liste unique. Enfin, jusque-là. En tout cas, voilà, on sent bien que le maire est installé et que finalement, tout le monde sait très bien, enfin il y a à peine la démocratie quoi. Là, apparemment il a été élu avec 13% des voix la dernière fois, mais il a été élu parce qu'il y avait une liste, donc voilà, par définition. Donc effectivement l'idée c'est qu'on veut lancer, on lance un mouvement déjà de réflexion citoyenne. Moi j'ai pris contact avec Guy Mansuet de Plombières où Plombières a vraiment créer une dynamique qui prouve qu'on peut faire quelque chose dans les Vosges quand même, avec succès en plus. Donc effectivement, là on a une première réunion qui va s'amorcer le 12 mars, le soir, à Remiremont. L'idée c'est aussi, dans un premier temps, de se dire qu'on veut créer une dynamique de collectif citoyen qui s'intéresse à la vie de la cité. Ça vient pas faire collusion avec ce qu'on crée ici, au sens où ici on est vraiment sur le territoire vosgien, mais on invite quand même aussi les personnes éventuellement de la communauté de communes au moins à venir s'exprimer et à créer aussi une espèce d'engouement pour finalement qu'il y ait une vraie dynamique qui se lance à ce niveau-là. Sachant que pour Remiremont, donc il faudra qu'on trouve 29 personnes pour constituer une liste, avec notamment une parité, ce qui va être pas forcément le plus simple non plus. Donc voilà, là pour le moment on a 5-6 personnes, on est à peu près 5-6 personnes à être vraiment motivées pour essayer d'aller jusqu'au bout.
Mais voilà, on sait que le chemin va être long. Je sais pas, tu me parlais de Éloie aussi Du coup, j'avais pour projet, donc moi j'habitais à Éloie, donc voilà, et j'avais le même projet du coup à l'origine, mais la vie faisant avec les études, les enfants, etc. Du coup, on est en train de voir on va pas faire exactement ce modèle-là, parce qu'on voulait aussi à la base créer une liste citoyenne et participative, mais ça va être assez compliqué dans la durée. Donc du coup, on va créer une liste relativement classique, mais c'est pareil, le maire est aussi installé depuis des années, sans qu'il y ait d'autres listes. Donc voilà. Et on va faire... Vas-y. On va faire un peu... Enfin, on fait déjà pareil depuis 35 ans à Gérardmer, mais bon. Donc là, on a fait une réunion et la semaine dernière, on a décidé globalement qu'on allait refaire une liste à Gérardmer, la plus large possible, on dit citoyenne. Nous, on est très marqués politiquement, mais à Gérardmer, c'est un peu particulier. Et on fait une réunion publique le 11 avril avec un maire de Meuse qui s'appelle Claude Kaiser, qui est un spécialiste du municipalisme et de la démocratie participative. Qui est un mec super bien, si vous voulez. Lui, il est maire depuis très longtemps dans sa petite commune, mais il dit c'est pas moi qui décide, c'est les habitants qui décident. Moi, je suis là pour exécuter ce que les habitants me demandent. C'est quand et où ça? C'est le 11 avril à Gérardmer, à la mairie. À la mairie. Voilà. Ménil-Lahorn. Le maire de Claude Kaiser est maire de Ménil-Lahorn. Il a été un des dirigeants des Gilets jaunes dans la Meuse. Vous savez qu'il avait fait. Voilà, c'est un peu. Commercy, oui. Voilà. Partie prenante à Bure aussi dans les autres projets. C'est à 20h30. Jean-Noël. Moi, je crois qu'il faut qu'on regarde très tranquillement les cas de circonscription, parce que c'est important. Important de voir l'analyse qu'on doit faire des cas de circonscription. Parce que quand on fait l'analyse, on s'aperçoit qu'il y a 2 circonscriptions qui ont sauvé l'arrivée du RN, parce qu'en fait, c'était majeur. Une des raisons majeures reste la vie associative. Il faut déjà le prendre en compte. Alors vous voyez que notre tâche à nous, là, aujourd'hui, elle est 2 fois plus difficile que ce qui est prévu par rapport là où le RN il est en train de s'installer, quadriller, etc. C'est difficile hein, de prendre en compte. Hein. Et mais on peut y arriver si, comme là par exemple, on prend les associations qui sont réunies ce jeudi à Épinal. Là, on voit qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas systématiquement de gauche, mais on va les faire basculer, non pas dans le RN, mais ils vont se rapprocher de nous. Parce que là, si on est dans le lieu, hein, je le dis très tranquillement, hein, si on est dans le lieu, même si je ne suis pas d'accord avec le maire d'Épinal, c'est une mairie de droite, mais il paye les locaux. Faut le savoir, ça. Et si demain le RN arrive, c'est fini. Alors, sécurité sociale de l'alimentation, on en avait déjà parlé, on avait fait un atelier de travail à Dompère. Alors, il y a plusieurs actes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la sécurité sociale de l'alimentation, ça a été pensé par Ingénieurs sans frontières. C'est un système, vraiment une branche supplémentaire de la sécurité sociale, donc avec 3 piliers comme la sécurité sociale, c'est-à-dire la cotisation, l'universalité et le conventionnement. Alors, quand vous allez chez un médecin, vous avez votre carte vitale, c'est universel, que ce soit vous ou Bernard Arnault, il a la même carte vitale. La cotisation, c'est fondé sur le salaire, que tout le monde cotise. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails. À l'origine, voilà, c'est basé sur la cotisation salariale. Et le conventionnement, quand vous allez dans une pharmacie, vous ne pouvez pas vous faire rembourser des médicaments qui ne sont pas conventionnés, même que vous allez chez des médecins conventionnés. Donc, élargir ça à l'alimentation, c'est introduire de la démocratie alimentaire, c'est-à-dire que c'est un double objectif. D'une part, créer un droit supplémentaire pour les citoyens, un droit à l'alimentation, c'est-à-dire l'idée pour l'instant, mais bon, encore une fois c'est quelque chose d'assez perfectible, c'est une sorte de carte vitale avec 150 € par mois pour acheter de la nourriture conventionnée ou aller acheter de la nourriture chez des producteurs conventionnés.
Et la différence est assez intéressante. L'idée, c'est pas de conventionner un produit, c'est de conventionner des producteurs. Et au-delà du droit à l'alimentation saine, il y a aussi l'introduction en masse d'une agriculture paysanne. D'accord? Donc vous n'allez pas aller vous nourrir sur le compte de la sécurité de l'alimentation chez Danone ou quoi que ce soit, à moins qu'ils changent complètement leur pratique. Donc il faut bien, c'est ça, il faut bien comprendre que le conventionnement, c'est le conventionnement de producteurs, c'est quand même plus proche d'une agriculture paysanne que d'une agriculture industrielle. Alors donc je vous invite, si vous voulez vraiment découvrir les principes, il y a Mathieu Delmet qui a mis, vous trouvez en ligne une conférence gesticulée de Mathieu Delmet, qui est un des ingénieurs agronomes qui a conceptualisé ça. Vous avez vu que le groupe écologique et social, la semaine dernière, dans sa niche parlementaire du jeudi, avait déposé une proposition de loi d'expérimentation. Il n'était pas question de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation, mais simplement de pouvoir financer des expérimentations. Alors des expérimentations en France, il y en a une quarantaine actuellement de têtes comme ça, qui sont toutes un peu différentes. C'est bien évident que si on n'a pas les trois piliers, et en particulier on n'a pas le pilier de la cotisation, on ne peut pas être parfaitement dans les clous de la SSA. Alors, ça on est bien d'accord. Donc il faut qu'on trouve des moyens. Donc cette proposition de loi, malheureusement, elle est passée en commission, elle n'a pas pu passer en débat parce que les macronistes ont fait de l'obstruction sur la taxe Zuckman. Hey, donc il y avait 5 propositions de loi, il y en a 2 qui sont passées, dont une qui est passée à 23h30. Parce que c'est minuit. C'était à minuit, c'est des niches parlementaires, ça finit à minuit. Mais là, ils n'ont pas fait l'obstruction. Ils n'ont pas fait l'obstruction sur la sécurité sociale de l'alimentation. C'est même pas venu au débat. C'est la taxe Zuckman de taxation de 2% des grandes fortunes. Bref, démocratie quand tu nous tiens. Alors, c'est pour donc le contexte général. Il y a dans les Vosges, on est en train de constituer un groupe départemental sur la sécurité sociale d'alimentation. Donc on s'est réunis plusieurs fois, 2-3 fois, dont la dernière fois, je vous disais, à Bifontaine, où là on a travaillé un peu en zone géographique à l'intérieur du département. Donc on est en train de réfléchir à comment on pourrait initier des expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation dans les Vosges. Alors il y a la Confédération paysanne qui nous soutient, il y a ATTAC, il y a la CGT, il y a malheureusement j'en oublie, il y en a un paquet d'associations comme ça, et donc on essaye de voir comment ça peut fonctionner. On est en train de construire quelque chose, et j'espère que la proposition de loi sur l'expérimentation repassera dans une autre niche parlementaire. Je ne sais pas laquelle est la prochaine. La niche parlementaire à gauche, la prochaine, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça serait intéressant, je finis là-dessus. La sécurité sociale, elle est attaquée de toutes parts. C'est vraiment le truc qu'on doit défendre vraiment à fond, c'est la sécurité sociale. Donc remettre dans le débat politique, remettre une nouvelle branche de la sécurité sociale, c'est-à-dire un progrès social, plutôt que d'être toujours sur la défensive, dire voilà, mais non seulement nous on a la sécu, on veut la défendre, mais en plus on veut rajouter une branche. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un projet très, très intéressant. C'est moins négatif que toujours défendre. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Dominique ou vous? Je suis obligé de revenir. Pourquoi? Parce que je suis un des co-responsables du Conseil de développement sur le groupe du plan alimentaire territorial. Donc ces questions-là sont abordées. Alors on voit le rôle des élus, tout de suite, parce qu'en fait, quand on a une saisine sur la communication, tout de suite, la communication, c'est la communication avec les élus, bien sûr. Là,
on se fait bananer tout de suite parce qu'on amène un sujet qui est brûlant, quoi, voilà. Et donc, la sécurité sociale, pour eux, je pense que ça ne doit pas être leur sujet quand même. Parce que dans la sécurité sociale, et il le sait, on en a déjà discuté, il y a la sécurité sociale par elle-même, il y a la prévention santé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on aille à partir de là, s'engouffrer pour absolument l'imposer, parce qu'aujourd'hui, ça devient une catastrophe, quoi. Je vais revenir quand même sur les ordonnances vertes, parce qu'on était en réunion, oui, vite fait, dans le cadre de la sécurité sociale de l'alimentation du côté de Remiremont, on était en réunion hier, et il y avait entre autres Étienne Géin, qui est un médecin qui porte les ordonnances vertes, et on a décidé de mettre ça un petit peu sur le même niveau pour l'instant. C'est-à-dire que les ordonnances vertes, c'est-à-dire les paniers bio de légumes pour les femmes jusqu'à 1000 jours de leur enfant. Okay. Si vous regardez franchement le débat qu'il y a eu en commission, les milliards qu'il y a à économiser sur le financement de la Sécu rien que par une alimentation saine, c'est formidable, hein. C'est des dizaines et des dizaines de milliards. Ça fait partie de la prévention et ça peut être le financement, il est tout trouvé. Ben voilà. Donc les ordonnances vertes, ça peut être engloné là-dedans. Mais c'est pas stricto sensu de Donc Bernard Schmitt, qui est depuis des années avec son épouse qui a mis fin à ses jours en janvier, René Lise, dans le collectif O88, ne pouvait pas être là avec nous, et les deux autres porte-parole du collectif O ne pouvaient pas être là, mais ça lui tenait à cœur de nous partager là où ils en sont, et c'est un des sujets qui intéresse pas mal d'entre nous, dont Laurence et d'autres. Voilà. Et donc en gros, la note qui sera jointe au compte rendu, elle fait état de plusieurs choses. Elle dit d'une part qu'il y a plusieurs procédures parallèles en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que le procureur d'Épinal a pris une décision un peu, semble-t-il, contestable d'après Bernard. C'est qu'il a relié deux affaires bien disjointes. D'une part, les prélèvements illégaux de Nestlé à Vittel, un préjudice d'environ 3 milliards d'euros. Et d'autre part, la tromperie sur la qualité, puisqu'il relève, elle, du code de la consommation, puisque on a une eau en bouteille qui, en fait, ne correspond pas aux normes officielles de notre pays. Et il a fait, ce que le procureur d'Épinal, ce qu'on appelle une convention judiciaire d'intérêt public, qui est un truc qui a été développé pour la fraude financière au départ, mais il y a eu une extension environnementale, et qui consiste à créer un cadre juridique dans lequel le coupable, entre guillemets, peut négocier, pour faire sauter la plainte et à mettre fin aux poursuites, verser une somme plus ou moins considérable, ce qui fait qu'il n'y a pas de procès et qu'on ne peut pas lui dire bah, vous avez été reconnu coupable de tel fait. Non, j'ai eu une convention judiciaire et j'ai fait ceci et cela. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une autre plainte qui porte sur la décharge de matière plastique illégale qui existe qui a été découverte en fin 2020 et qui aura un procès audiencé en mai 2025 à Nancy, parce que le parquet régional environnemental s'est autosaisi du sujet. Heureusement, rajoute Bernard, parce que sinon, si ça se trouve, le procureur d'Épinal aurait mis cette troisième affaire aussi dans le tas. C'est plus simple, ça fait un tout, et puis ça fait moins de vagues peut-être, hein, on suppose. Et puis, il y a par ailleurs une commission d'enquête sénatoriale qu'on peut suivre en ligne. Et je rajoute un élément qui est paru dans la presse tout récemment, c'est que dans son audition à la commission d'enquête sénatoriale, Bernard Schmitt a fait état de pression, d'intimidation qui ont été faites sur lui par un policier, et qu'il y a un policier, les services de police, ou le parquet qui a été saisi et qui porte plainte pour diffamation contre lui. Donc c'est pas très drôle. Voilà. Il faut témoigner. Voilà. Parce que c'était devant la commission sénatoriale. Avec donc c'est entièrement. Et il y a donc un interview de Bernard Schmitt que j'ai récupéré sur Gauche Matin et où il maintient ses propos évidemment. Voilà, j'ai fini.